Un immense plaisir et un privilège de vous retrouver pour notre rendez-vous livresque Culture l'autre regard. Merci de nous accueillir chez vous ce soir pour parler de cette jeunesse qui ne cesse d'innover, que ce soit dans la poésie ou la prose, qui ne cesse d'innover aussi dans toutes les langues. Et pour découvrir une partie de cette innovation et de ce brio, j'ai l'immense plaisir d'accueillir tout d'abord Millicent Zahra. Millicent Zahra, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être parmi nous ce soir. Merci à vous. C'est un plaisir de vous recevoir. Vous êtes écrivain, vous avez commencé très jeune avec un recueil d'aphorismes en langue française qui s'intitule « Tout ce que je n'ai jamais su dire ». Et puis cette fois-ci, tout récemment, vous publiez un recueil de nouvelles qui s'intitule « Street 16 », rue numéro 16, en langue anglaise, et on va découvrir cette nouvelle aventure littéraire que vous entamez avec votre aimable concours. Merci encore d'être parmi nous. Merci à vous. J'ai aussi l'immense plaisir d'accueillir, j'avais parlé de prose, on va aussi parler de poésie, puisque j'ai l'immense plaisir d'accueillir Monsieur Amin Sassi. Monsieur Sassi, bonsoir. Bonsoir Jawed, bonsoir, merci à vous d'avoir m'invité. Donc ça fait un immense plaisir d'être parmi vous ce soir. C'est un immense plaisir de vous recevoir. Merci. Vous êtes enseignant de langue française et vous êtes poète, auteur d'un premier recueil qui s'intitule Mot par mot. Mot par mot, mot M-A-U-X par mot. Voilà. On va découvrir ensemble ce recueil de poésie avec votre aimable concours. Merci encore d'être parmi nous. Merci beaucoup Jawed. Merci aussi d'être galant et de comprendre que je me tourne d'abord vers Millicent Zahra. D'abord, tout ce que je n'ai jamais su dire, ce recueil d'aphorismes en langue française. Et puis, vous passez à l'anglais avec Street 16. On peut d'abord, et vos lecteurs en premier peuvent se poser la question, pourquoi ce changement? Avant de parler de changement de registre, puisque vous passez de l'aphorisme à la nouvelle, on va déjà parler du changement de langue. Quid de ce changement de langue? Alors, vous savez que je fais des études en anglais. Oui. Et je me dis que quand on passe tellement de temps avec une langue, toute la journée, d'aller de module en module en module, tous en anglais, c'est assez évident de se tourner vers la langue qu'on utilise le plus. On se rend confortable, on apprend de toutes nouvelles expressions, et parfois je me dis que c'était, on va dire, un peu la destinée. C'est-à-dire, dites-nous en plus, la destinée, de quel point de vue? C'est un thème qui revient souvent justement dans Street 16. Ah, j'y crois beaucoup à la destinée. Je me dis que, bien sûr, la langue française, c'est une très belle langue. On ne va pas... Épiloguer là-dessus, oui. On ne va pas épiloguer là-dessus, oui. Mais l'anglais aussi, je veux dire que c'est une langue qui permet vraiment d'exprimer des émotions qu'on ne pourrait pas en français. Puisque l'anglais, c'est vraiment un mélange de différentes cultures, de différentes langues. C'est parlé avec la grammaire de langue indigène. Et ça en fait une langue très belle. Il y a aussi un engouement de plus en plus croissant parmi la jeune génération pour cette langue et pour la littérature dans cette langue. Est-ce que ce n'est pas aussi cela qui a motivé, en tout cas qui vous a libéré par rapport à ce mode d'expression? Bien sûr, au début, je me disais, oh, je devrais rester avec le français. Est-ce que je vais trouver un lectorat? Est-ce que je vais trouver un lectorat? Et après, on va sur les réseaux sociaux et on voit que les jeunes en Algérie maintenant, ils lisent plus en anglais qu'en français. Et je me suis dit, ok, on peut faire quelque chose ici. Et justement, quid de vos lectures à vous en langue anglaise? Quels sont les auteurs qui vous ont influencé et qui ont permis que vous vous construisiez cette langue si fluide et si maîtrisée que vous nous donnez à voir dans Street 16? Juste ce matin, d'ailleurs, dans le métro, j'étais en train de lire The Secret History de Donna Tartt. Et il n'y a pas longtemps, on était en train d'étudier en littérature africaine Ama Ata Aidoo, The Dilemma of a Ghost. Le dilemme d'un fantôme. Et j'ai beaucoup aimé ça. J'ai beaucoup aimé la fluidité de sa plume. C'était magnifique. Et justement, vous rendez aussi hommage au classique. L'esprit de Shakespeare plane un petit peu sur la nouvelle, par exemple, Lovely as She Is. On va y arriver. Cependant, on va se plonger dans la découverte de Street 16, de ce recueil de nouvelles. 4 nouvelles
Conduite de main de maître, et qui commence avec Lessons in Grief, où vous revenez, vous réécrivez un petit peu le mythe de Prométhée, et ce faisant, vous renouez un peu avec vos premières amours, puisque dans tout ce que je n'ai jamais su dire, la mythologie, était aussi très présente. Oui, j'ai toujours été fascinée de mythologie grecque. Ça me vient de mon père et mon grand-père. C'est quelque chose de famille. Et la mythologie grecque, elle est tellement présente. On se rend pas compte à quel point, mais elle est tellement présente dans la langue et dans l'histoire et même dans la théologie que ça me semblait assez évident de l'inclure un peu partout. Justement, et ces leçons au sein du deuil, où vous racontez justement cette histoire d'amour, mais qui est un peu teintée de macabre, et on va le voir dans la nouvelle Gabriel, on va y revenir. Madness, Murder and Paranormal, c'est un petit peu le fil conducteur de ce recueil de nouvelles. Oui. Folie, meurtre et paranormal. Comme dans Lessons in Grief, je me dis que vraiment le fil conducteur, et j'imagine vraiment un fil et une aiguille, c'est vraiment le deuil et la folie. Et c'est très grec comme idée, apparemment on dit. Oui, vous êtes dans la tragédie. C'est très tragédien. On se dit que tout ce qui est beau est forcément tragique. C'est très baudelairien aussi. Aussi, oui. Tout ce qui est beau est tragique. Et dans Lovely as She Is, on parle de paranormal et on parle de métempsychose, puisque vous explorez le thème de la mort, de l'amour et de la réincarnation. J'ai toujours cette idée que les gens qui s'aiment se retrouveront d'une façon ou d'une autre. Et pour illustrer ça, je me dis que dans la chambre de mes grands-parents, qui sont maintenant décédés, il y a toujours les oreillers sur lesquels ils reposaient leur tête. Ils sont toujours côte à côte. Ils n'ont pas bougé. Et peut-être qu'eux, ils ne sont plus là, mais ils sont là à travers leurs effets personnels. Et on parle d'Aphrodite et d'Adonis, il me semble. Voilà, exactement. Et bien sûr, on sait que les roses rouges sont rouges parce qu'elle s'est élancée vers lui alors qu'il mourait et elle s'est écorchée la cheville. C'est Aphrodite et Adonis. Ils sont toujours là ensemble. Et on voit comment vous investissez votre culture livresque dans cette nouvelle qui est truffée de références littéraires. Mais c'est le cas aussi pour toute votre œuvre. C'est quelque chose qui revient souvent. Je me dis que c'est vraiment un effet de ce que j'étudie. Je passe tellement de temps à lire et à analyser des textes que c'est assez évident pour moi de parsemer, de saupoudrer toutes mes œuvres littéraires de références littéraires de some sort. Et vous le faites à merveille dans ce très beau, dans la chute de la nouvelle, dans cette très belle rencontre, justement dans une bibliothèque, qui est le lieu de glamour par excellence, si je puis dire. Absolument. Et d'ailleurs, juste pour vous dire, c'est la librairie chère à Tizi. D'accord. Et la libraire, c'est Emina. D'accord. Quid, moi, Analyse, j'ai eu un petit peu l'impression que c'était un tout petit chouïa à l'auteur, non? Est-ce que tous les personnages ne sont pas toujours l'auteur? C'est une question, je sais, c'est une question bateau qui agace tous les écrivains. Non, j'adore cette question. Mais je n'ai pas pu m'empêcher de vous la poser. J'adore cette question. Tous les écrivains, tous les auteurs sont toujours leurs personnages. Et je vais vous dire ça, c'est Et en même temps, ils ne le sont pas. En même temps, oui. Mais je vais vous dire ça, c'est un secret. Tous les auteurs, quand ils... Et maintenant, je vous regarde dans les yeux. Tous les auteurs, quand ils créent leurs personnages, c'est eux-mêmes dans d'autres formes. Donc c'est à la fois eux-mêmes, mais toujours moins qu'eux-mêmes, puisqu'au moment où ils écrivent, ils sont déjà quelqu'un d'autre. Absolument. Quand j'ai écrit sur Anneliese et William et Agnes, j'étais en même temps Anneliese et William et Agnes, dans toutes leurs formes. J'espère que vous n'avez pas été Ludovico et rappelez-moi
sa partenaire de Camille. meurtre. Voilà, Camille. On va y arriver avec Gabriel. Je vous laisse réfléchir sur... J'y pense. Voilà, je vous laisse réfléchir sur cette question. Est-ce qu'elle pourrait révéler? J'y réfléchis. Et est-ce qu'il vous y répondrait sincèrement ou pas? Je plaisante évidemment. Mais en attendant, je me tourne vers notre poète, Amin Sassi, et ce recueil, mot par mot. Par mot. Alors, avant de plonger dans ce recueil et de le découvrir dans le texte, première question, somme toute banale. Comment êtes-vous venu à la poésie et qu'est-ce qui vous a déterminé finalement à sauter le pas de la publication? Donc, tout d'abord, la poésie, je dirais, c'est une coïncidence. Donc, mes débuts, je les ai fait en théâtre. D'accord. Oui, donc j'étais comédien, j'écrivais des pièces aussi, généralement pour enfants. Après, j'avais un prof de théâtre que je salue à l'occasion, c'est M. Ahmed El Joudi. Donc lui, il est à la fois poète et comédien. Donc il m'a facilité d'accéder à la poésie justement. Je me suis retrouvé parce que pour moi, c'était plus facile de m'exprimer en poésie qu'en prose ou en d'autres styles. Donc, Pardon de vous interrompre, mais au théâtre, oui. vous êtes monté sur les planches ou vous vous Oui. D'accord, oui, je suis à la fois comédien et très bien. dramaturge en quelque sorte. Donc voilà, donc, c'est la poésie qui m'a facilité vraiment de m'exprimer, de dire ce que je pense. Et justement, c'est elle qui vous a donné confiance, puisque vous dites dans votre recueil « Et confiance », vous dites Oui. malgré le temps qui s'écroule, le mensonge ne devient jamais vérité. Même si l'encre parfois s'écoule, la vérité finit par briller en pure clarté. Parfois on prend la vie comme elle vient, car on ne peut lui imposer un service. La vie n'est pas nôtre, elle ne nous appartient, un peu comme le temps, sans artifice. Ce que nous vivons est notre part, l'autre inéluctable revient à la mort. Quand la vie nous offre un nouveau départ, il faut s'empresser de payer le transport. C'est exact. Donc, figurez-vous, ce poème, je l'ai inspiré à travers un jeune garçon que j'enseignais dans un atelier d'écriture. Donc, je vous ai parlé tout à l'heure, donc je vous ai dit les adolescents de nos jours aujourd'hui, donc ils ont quelque part un manque d'affection envers leurs parents, un manque de confiance en soi. Donc, ce poème illustre parfaitement ce jeune garçon. Et Alors, je suis sûr qu'il va se reconnaître aussi. D'accord. Alors, oui, d'ailleurs, vous rendez hommage à de nombreuses figures dans ce Des roman. noms de figures, oui. Des figures Donc, familiales, des amis, familiales et des amis, oui. c'est des exact. mentors. Donc d'ailleurs, le premier poème que j'ai écrit, c'était un hommage à mon cousin. Donc il est décédé dans un crash d'avion en 2003, venant de Tamanrasset ici à Alger. Donc c'était mon premier poème. Donc après celui-là, j'ai écrit un autre poème aussi à son hommage. Donc le premier c'est L'étoile filante et l'autre, attends, Oui, on oui, va. oui, c'est L'étoile filante et le voile infini. Vous écrivez aussi un poème en hommage à votre mère que vous intitulez Immortel. Immortel. Vous dites Donc, j'ai écrit pour toi un livre. ça, c'est un poème, en quelque sorte, c'est un hommage à toutes les mamans. Certes. Voilà, donc je lui ai écrit un livre et il s'est brûlé, ainsi de suite. Donc, c'est pour dire que on ne pourrait jamais les remercier assez. Donc, malgré ce qu'on dit, on ne pourra jamais leur rendre hommage puisqu'ils le méritent. Voilà. Vous leur rendez comme un hommage dans ce très beau poème où vous dites « J'ai écrit pour toi un livre, ma maison a pris feu, je l'ai perdu. Pour que je me délivre, je me suis donné un travail ardu, celui de te dessiner sur la page de mon cœur où ce n'est jamais facile, ni d'effacer malgré l'orage, ni de brûler, même si c'est fragile. Toi qui par un seul sourire guérissais mes peines, épanoui, je tombais en un fou rire devant l'éclat de ton regard ébloui. Tu as balisé mon chemin, tu n'étais pas seulement une mère, mais aussi consolatrice du chagrin pour tes enfants, aussi notre Père. Moteur de vie depuis que tu es morte, voilà comment moi aussi je brûle. Qui pour me prêter une main forte, mon monde d'existence s'écroule. J'aurais préféré être aveugle plutôt que de te voir mourir, chère maman.
La mort n'a aucune règle, ni non plus de remède ou de calmant. À jamais, Mère immortelle, dans mon cœur tu vivras toujours. Par ta bonté éternelle, je continue à t'aimer tous les jours. Oui. C'est un très beau poème et très émouvant. C'est exact. Donc, je voulais aussi rebondir sur la deuxième partie de votre question qui m'a encouragé à publier. Donc, avant, j'écrivais uniquement pour moi. Donc, c'est en créant un café littéraire dont j'étais président. Donc, on a invité Fela de Lucia et Inès. Donc, Inès, c'était la première qui a lu mes poèmes. C'est elle qui nous a présenté d'ailleurs. C'est Fela de Lucia qui nous a présenté. Dans un salon du livre. Dans un salon du livre. Donc, Inès, c'est la première à avoir lu mes écrits. Poétesse elle aussi. C'est elle aussi que nous saluons au passage. Voilà, donc c'est elle qui m'a, en quelque sorte, encouragé à aller de l'avant, de publier. Donc avant, comme je l'ai dit, j'écrivais uniquement pour moi, voilà. Et justement, c'est ces rencontres qu'on fait sur son chemin, et vous dites sur mon chemin, j'ai connu l'amour, il m'a conduit à la déception. J'ai connu l'amitié, elle m'a présenté à la trahison. J'ai rencontré la peur, elle m'a conduit au courage. Je me suis heurté à l'échec, il m'a animé de rage. Ma confiance m'a fait douter, ma confiance me fait regretter. Mon espoir m'a conçu et ma foi m'a déçu. Et vous jouez sur ces antonymes pour illustrer un petit peu tous les parcours de vie et tous les combats qu'on peut mener. Voilà, donc comme je le dis toujours, donc, la vie est un combat, donc il ne faut jamais renoncer. Donc peu importe les hauts et les bas, donc il faut toujours aller de l'avant, donc voilà, la vie continue. La vie continue, même si parfois nous sommes pris de nostalgie envers ces années irrémédiablement passées et qu'on ne peut plus qu'évoquer, notamment à travers la poésie. C'est ce que vous faites quand vous dites dans le poème Nostalgie. Avec les années disparaissent les gens que nous avons aimés. Aussi drôle que cela paraisse, on oublie ceux qu'on a aimés. Et puis un jour, tel un parfum, de belles dames endimanchées, le souvenir de nos défunts revient le soir nous rechercher. Pourtant, on l'avait bien chassé. De notre esprit, il se faisait rare. Toujours joli le temps passé, présent retour, casse-départ. Avec les années apparaissent la bienheureuse solitude. Mais vous allez me dire, est-ce une douce béatitude que l'on appelle la vieillesse, ce dont nous parlent les poètes? Qui sait la deuxième jeunesse ou une brûlure secrète? Avec les années réapparaissent les vieilles blessures du temps. Il est temps que ces choses cessent, mais où sont les neiges d'antan? Et là, vous concluez avec un vers célèbre. Voilà. Donc le début, c'était... Pardon pour cette question un petit peu bateau aussi, mais n'est-on pas encore un peu jeune, en ce qui vous concerne en tout cas, pour parler déjà de nostalgie? Donc, c'est pas forcément de ma propre personne. Alors justement, c'est ce que nous amène à ce génie de la poésie, d'exprimer ce que les autres ressentent. Voilà, donc comme vous l'avez dit, je suis assez jeune pour la nostalgie. Encore que on peut être nostalgique déjà de son enfance et de beaucoup de choses qu'on a vécues. Peut-être pas des neiges d'antan cependant. Mais le poète a un cœur vibrant. C'est pour ça que vous écrivez des vers d'un cœur vibrant où vous dites dans le frisson du matin, dans la brume du soir, l'amour s'éveille vibrant comme un chant d'espoir. Il traverse les saisons doux comme une caresse, dans chaque regard échangé, dans chaque tendresse. L'amour, c'est ce lien qui nous unit au-delà des mots, une danse enivrante où nos cœurs deviennent échos. Dans la lumière des étoiles, dans l'ombre de la nuit, il grandit, palpite, éclaire notre chemin sans bruit. Parfois tumultueux comme une mer déchaînée, l'amour nous emporte, nous enivre, nous émerveille à jamais. Il est ce feu qui brûle, cette flamme qui réchauffe nos âmes. Dans la douceur, tu partages, dans la force de nos larmes. L'amour, don précieux, cette force qui guérit, qui fait de nos vies une symphonie
un doux récit. Il est dans chaque sourire, dans chaque geste tendre, dans chaque instant partagé. Il nous apprend à nous comprendre. Dans le silence des étreintes, dans la passion des baisers, l'amour s'épanouit insaisissable, à jamais ancré. Il est cette énigme que nous cherchons à déchiffrer, ce cadeau divin qui nous pousse à rêver. Thème Voilà. inépuisable. C'est l'amour. Et qui m'amène aussi à cette question par rapport à la structure de vos poèmes. Certes, vous respectez la rime, très souvent plate, parfois croisée, oui. rarement embrassée, mais vous utilisez aussi cette structure. Oui. Cependant, en ce qui concerne la métrique, vous êtes beaucoup moins rigoureux. Et d'ailleurs, dans les différents poèmes que vous évoquez, vous parlez parfois de poésie et parfois vous parlez de slam. Oui. Donc le slam, je l'ai découvert à travers un Français qui est Grand Corps Malade. Il y a aussi un Kabyle qui est créé en Tamazight, c'est Amir Ochamouanis. Donc voilà, c'est le slam en quelque sorte, il nous libère justement de ces chaînes de la structure d'un poème. Voilà, c'est pour ça que j'ai choisi aussi de slammer. Et vous avez dit, c'est lors d'un café littéraire que vous êtes un petit peu libéré. C'est aussi le fait, peut-être, de... Est-ce que vous avez eu l'occasion de déclamer vos poèmes avant de les avoir publiés? Avant, non. Je n'ai jamais déclamé. Mais après? Mais après, j'ai eu pas mal d'occasions pour les déclamer. Voilà. À quelle occasion, justement, par exemple? Donc, au 8 mars, j'ai composé un poème en hommage à toutes les femmes, notamment algériennes. C'était un concours à Ouzlegen, justement, que je salue l'association Afoud qui l'a organisé, donc où j'ai eu le premier prix. Voilà. Merci beaucoup. Alors, je vous pose la question parce que lorsque on cherche à se faire publier en tant que poète, on rencontre la fameuse phrase « massue », la poésie ne marche pas. Cependant, on voit dans les récitals, on voit dans les cafés littéraires, on voit l'engouement pour ce genre-là. Et donc finalement, ce qui fait qu'elle ne marche pas, si tant est que ce soit vrai, c'est peut-être le manque d'événements qui permet aux poètes de se faire connaître, et de capter l'attention du public. Donc j'ai rencontré, comme d'autres poètes aussi, donc c'est toujours l'éditeur. Donc on le dit tout souvent, la poésie ne marche pas. Donc pour lui, c'est tout à fait normal, c'est un commerçant. Mais comme vous l'avez dit, donc c'est parce qu'on n'avait pas d'autres occasions pour nous faire connaître. Et puis le premier public d'un poète et d'un écrivain en général, ce sont d'abord ses confrères, poètes voilà, et écrivains. Et donc c'est aussi ce genre de manifestation culturelle qui permet aux auteurs de se rencontrer et de se lire mutuellement. Exactement. Donc c'est ce qui m'a permis aussi d'aller de l'avant. Donc c'est comme ça que j'ai découvert d'ailleurs cette édition, Sarah Ahmed, que je remercie à l'occasion. Donc il n'a vraiment pas hésité à me donner son accord. Il n'a même pas lu mes poèmes en entier, il m'a dit, voilà, je les publie. Et heureusement. Heureusement, et j'espère que l'aventure ne s'arrêtera pas en si bon chemin. Et on va continuer à découvrir mot pour mot et mot par mot ce recueil. Cependant, je reviens vers la nouvelle cette fois-ci et la prose avec Millicent Zahra et son très beau recueil Street 16. Et cette nouvelle qui se trouve au cœur du recueil et qui est la plus bouleversante du point de vue de l'émotion, du point de vue de la construction, de l'intrigue. Les autres nouvelles sont toutes en subtilité, mais Gabriel, vous installez tout de suite une ambiance très lourde. Et là, c'est vraiment la concentration de ce triptyque Madness, Murder and Paranormal. Alors, dites-nous plus sur cette nouvelle et comment vous êtes arrivé à la composer. Alors, Madness, Murder and Paranormal, c'est vraiment la Sainte Trinité. Oui. C'est la Sainte Trinité et en ce moment surtout, je dois retrouver les trois un peu partout. Peut-être que c'est... Quand vous dites un peu partout, dans vos lectures ou dans votre écriture? Les deux. Ouais. Non, les deux. Bien sûr, je lis ce que j'écris. Et bon, peut-être que c'est un peu un produit
un produit de mon éducation académique. On est très focus, très concentré sur les arts grecs, même dans l'écriture contemporaine. Mais au début, Camille, Ludovico, Gabriel, ça ne devait pas se finir comme ça. C'était très joyeux, c'était très innocent. Il y avait toujours l'intrigue de cette statue et une petite obsession de Ludovico pour Gabriel. Mais on n'avait pas ce... C'est pas lui qui l'a tué au début. Ça s'est juste passé comme ça. On l'a retrouvé dans l'atelier et il se dit « Oh, c'est bon, j'ai trouvé l'objet de tous mes désirs, de tous mes rêves. » Et ensuite, j'ai lu Antigone. Sophocle. J'ai lu Antigone de Sophocle. J'ai lu Oedipus Rex et ça a commencé. J'ai su qu'on devait prendre une autre direction. Et c'est comme ça que Gabriel est né. Et vous nous prenez en contre-pied, puisqu'au départ, et lorsqu'on connaît votre passion pour la mythologie grecque, on s'imagine une réécriture, surtout que Lessons in Grief était une réécriture du mythe de Prométhée. Là, on s'attendait à une réécriture du mythe de Pygmalion. Oui. Avec la statue de Galatée. Et puis, ça prend très vite une autre tournure et vous nous maintenez dans l'angoisse jusqu'au dénouement. Bien sûr, Pygmalion et Galatée, c'était vraiment l'inspiration pour Gabriel. Mais on ne peut pas passer toute notre vie à réécrire d'autres mythes. Certes. Et je me suis dit qu'il fallait que je fasse mon propre truc. Je ne pouvais pas rester à faire réécriture sur réécriture. Puisque 2 des 4 nouvelles sont des réécritures. Lovely as She Is et Lessons in Grief. Et donc... Même Hala My Beloved d'une certaine manière aussi. Oui, aussi. Et je me suis dit que, ok, pour les 2 autres, ce sera mon propre truc. On ne va pas réécrire ce qui a déjà été fait. On va innover. On va faire comme Virginia Woolf et T.S. Eliot ont dit, et on va innover nous aussi. Mais on sent, encore une fois, l'influence de la littérature classique dans l'aspect tragique et surtout dans la récurrence du thème de la vengeance. Et là, on pense à Hamlet, on pense à Macbeth, on pense à d'autres ouvrages de Shakespeare, mais aussi d'autres classiques anglais. Et là, dans Gabriel, c'est quelque chose de très prégnant. J'ai été très, très inspirée par Hamlet. Il faut savoir qu'on a étudié Hamlet 2 ans de suite. À un moment, on commence à rêver de Hamlet. D'accord. Et vous le voyez comme ça, en train de monologuer, to be or not to be. Tous les jours. Tous les jours. Il est juste à côté, il me monologue to be or not to be. Et quelle est votre scène préférée de Hamlet? Je dirais le moment où il dit à Ophélia qu'il ne veut plus d'elle. C'était horrible à lire. J'ai adoré. D'accord. C'était très... c'est quoi le mot pour... purgation. Oui. C'est une sorte de catharsis. C'était cathartique. C'est très cathartique. Vraiment. Super. On disait? Nous disions donc que vous étiez très inspiré. 2 ans de suite à lire Hamlet. 2 ans. 2 ans, pas 10 ans. Ce serait une punition à ce niveau-là. C'est comme si ça faisait 10 ans. 2 ans à lire Hamlet, 2 ans à analyser Hamlet. Vous en rêviez carrément. Ah oui, Hamlet reste avec nous. Hein. Mais oui, surtout la dernière scène. Pas de spoiler. Mais la dernière scène, elle est très inspirée par le moment où Hamlet tue Claudius. Son oncle. Oui, oui c'est très très inspiré. Et puis, vous changez d'inspiration, vous changez de lieu. Et les 3 premières nouvelles sont situées en Europe, soit en époque contemporaine, soit dans les siècles passés. La dernière nouvelle, Hala My Beloved, elle est située bien chez nous.
Et là, c'est aussi une certaine réécriture, ou si vous voulez, une mise au goût du jour du folklore fantastique et de nos légendes surnaturelles. Alors, Hala, My Beloved, c'est une partie d'une histoire plus grande. Et mon rêve, vraiment mon rêve, c'est qu'un jour, quand j'aurai fini la trilogie, qu'on la compare à la trilogie de Mohammed Dib. D'accord. C'est vraiment. Donc vous avez déjà une trilogie sur Oui. Trilogie romanesque. La trilogie algérienne, c'est la trilogie ultime, je l'ai dit. Celle de Mohammed Dib. Oui. D'accord. C'est la trilogie ultime. Et donc, Hala, My Beloved, au début aussi, ça devait pas être comme ça devait être autre chose. Il y avait plus d'obsession, un peu plus de meurtre, il y avait un peu plus de tout. Mais je me suis dit, ok, on va garder ça pour le roman. Et au début non plus, ça devait pas inclure la mythologie amazigh. Mais j'étais en train de faire mes petites recherches sur la littérature grecque et aussi sur les mythes égyptiens. Et je me suis rendu compte que ça aussi, c'était la Trinité. Ça arrive toujours en trois. Et voilà, c'est là qu'est née l'inspiration pour tout ce qui va se passer ensuite. Quid du roman, puisque la nouvelle n'est que le marchepied vers un roman qui s'avérera même être une trilogie apparemment. Oui, je vous le dis tout de suite, ce sera une trilogie. Et vous êtes en train de le préparer? Oui. En ce moment même, ce matin, j'étais en train d'écrire. Tome 1 ou bien? Tome 2. Et qu'en est-il du tome 1 dans ce cas-là? Il va passer à la réécriture. D'accord. Et donc on peut espérer une publication pour... J'espère très bientôt. Inch'Allah. Dans ce cas-là, on a hâte de découvrir ce qu'est devenu cette nouvelle, Hala, My Beloved. Qu'en est-il de la couverture de Street 16 qui évoque justement les siècles passés et une culture européenne? Ici, je pense qu'on est dans l'ère victorienne, il me semble. Fin de l'ère victorienne, voilà. À peu près. Mis vers la fin. Sur un fond de Van Gogh. Oui. Je dois vous dire que je suis tellement fière de cette couverture. C'est moi qui l'ai faite. Voilà, c'est moi qui l'ai faite. Je suis tellement fière. Et il y a deux parties à cette couverture. Il y a le fond, Van Gogh. D'accord. Et il y a le portrait de l'impératrice d'Autriche, Elisabeth, fait par Winterhalter. D'accord. Et ils sont tous les deux liés aux nouvelles d'une façon, voilà, comme un fil et une aiguille. Alors pour l'histoire, Van Gogh et Elisabeth d'Autriche, ce sont des figures tragiques aussi. Il y a cette histoire de l'enterrement d'Elisabeth d'Autriche qui m'a vraiment marquée. Et on l'emmène vers la chapelle où elle doit être enterrée. Et le maître de cérémonie frappe à la porte. Toc toc. Et le moine répond, qui est là? Elisabeth d'Autriche, impératrice d'Autriche et reine de Hongrie. Je ne te connais pas. Ok. On frappe à la porte encore. Qui est là? Elisabeth d'Autriche, reine d'Hongrie. Je ne te connais pas. Ok. Troisième fois. Qui est là? Elisabeth d'Autriche, pauvre pécheresse. Et il la laisse entrer et elle se fait enterrer avec les moines. Et je trouve que ça illustre tellement bien le rapport d'Elisabeth et de Van Gogh avec les nouvelles. Voilà, c'est juste des figures tragiques et qui me passionnent. Elle était passionnée de Homère d'ailleurs. Tout comme vous? Oui. Elle et moi, on est la même personne. D'accord. Oui. Donc, on revient au thème de la métempsychose. Pour revenir sur la réincarnation, on est la même personne. D'accord. Donc, si vous permettez votre majesté, je vais me tourner vers Amine Sassi, notre poète, pour continuer de découvrir mot par mot son recueil. Et justement, il y a ce poème Au fil des mots, où vous dites: dans les méandres de l'existence, les mots s'entrelacent, tels des ombres obscures, ils nous embrassent.
Ils sont les échos sourds de nos peines et tourments, les murmures secrets de nos désirs étouffants. Les mots de la vie, tels des toiles d'araignée tissées, captivent nos âmes, les laissent prisonnières oppressées. Ils sont les poids lourds sur nos épaules fatiguées, les chaînes invisibles de nos pensées égarées. Dans leur obscurité, nous cherchons la lumière, mais parfois dans le chaos, elle semble se dérober, se défaire. Les mots de la vie, comme des énigmes, sans réponse, nous poussent à chercher le sens dans cette danse. Pourtant, au cœur de la souffrance, naît la sagesse, comme une fleur fragile dans un champ de détresse. Les mots de la vie, bien qu'amers et déroutants, nous enseignent la force, la résilience et parfois le chant. Dans chaque épreuve, une leçon est inscrite. Dans chaque douleur, une opportunité de croire, d'être plus habile, de croître, d'être plus habile. Les mots de la vie, loin d'être une fin en soi, sont le creuset où se forge notre destin, notre foi. Ainsi, dans la trame complexe de l'existence, les mots de la vie sont les fils fragiles de notre essence. Ils nous rappellent notre humanité, notre fragilité, et nous invitent à embrasser la vie malgré la tourmente en toute humilité. Humilité. Voilà. Donc c'est ça. En fait, les mots avec un M-A-U-X, donc c'est en quelque sorte, c'est pour savourer notre vie. Certes. En quelque sorte, lorsqu'on surpasse notre difficulté, on s'épanouit en quelque sorte. Voilà. Ça parle beaucoup à Millicent Zahra qui a trouvé l'horrible scène de la rupture entre Hamlet et Ophélia magnifique. Donc oui, voilà, les mots peuvent se savourer. Et vous dites aussi, par exemple, dans un autre poème, Écho de l'absence, où là vous parlez justement des personnes aimées qui nous manquent. Vous dites, dans l'océan des émotions, le chagrin d'amour flotte, tel un navire naufragé sans boussole ni pilote. Il envahit l'âme tel un voile sombre et lourd, étouffant les éclats de joie, noyant les rires d'amour. Dans les méandres du cœur, il trace son chemin, comme une rivière amère coulant sans fin. Il emporte avec lui les souvenirs doux et tendres, les rêves brisés, les promesses à jamais suspendues dans l'attente. Le chagrin d'amour, tel un écho lointain dans la nuit, résonne en nous, nous rappelant la fragilité de la vie, nous enseigne la douleur de l'attachement, la vulnérabilité de nos cœurs soumis au tourment. Pourtant, dans cette obscurité, une lueur persiste, une lueur d'espoir fragile et tenace qui résiste, car même au plus profond du chagrin, une graine est semée, porteuse de guérison, de résilience, de renaissance inespérée. Voilà, donc ça parle à peu près de chagrin d'amour, après la rupture, mais vous parlez d'expérience. Se remettre. Question indiscrète, oui. Question indiscrète, mais... Une certaine expérience, oui. Donc, mais il faut les surmonter, comme je le disais toujours. Donc, voilà, le chagrin. Mais il y a toujours, quelque part, une lueur qui nous donne envie de continuer, d'aimer encore. D'aimer encore, et surtout que, je ne sais plus quel auteur avait dit, le destin finalement de nos amours, c'est de les perdre d'une manière ou d'une autre. Quand ce n'est pas par la rupture, c'est par la mort. Et cependant, même cette mort-là, grâce à la puissance du souvenir, de l'évocation, et notamment de l'évocation poétique, elle laisse un sillage éternel, puisque vous dites dans ce poème, sillage éternel, dans le silence de mes souvenirs émus, résonnent les échos de nos vies disparues. Parents chéris, partis vers des cieux lointains, votre absence pèse sur mon cœur tel un chagrin. Vos sourires, vos regards, vos gestes empreints de tendresse se gravent dans ma mémoire en une éternelle caresse. Vous étiez mes guides, mes anges gardiens sur terre. Maintenant vos voix se sont tues, vos visages sont perdus dans l'éther. Dans les ruelles sombres de la nostalgie, je cherche votre présence, votre étreinte infinie, mais seul le vent murmure vos noms doucement, dans le chuchotement des feuilles, dans le frémissement du temps. Pourtant, au-delà de l'absence, brille votre héritage, l'amour inconditionnel, la sagesse en partage. Vous avez semé en moi des graines d'espoir et de courage, et dans le jardin de ma vie fleurit votre héritage. Votre héritage. Voilà, donc c'est un hommage aux parents. Donc je tiens juste à préciser que ça ne me concerne pas oui, bien sûr. particulièrement,
Mais ça parle de l'histoire d'un ami donc, qui a perdu ses deux parents en même temps. Donc en quelque sorte, c'est pour leur rendre hommage. Et c'est à lui que j'ai dédié ce poème aussi. C'est un exercice d'empathie. D'empathie, voilà. C'est aussi ça le poète, c'est celui qui sait ressentir les émotions des autres voilà. et les exprimer à la place de ceux qui les ressentent et de manière sublimée. C'est exact. Donc c'est ce que j'ai fait aussi dans le dernier message, si vous l'avez lu. Donc c'est un ami aussi, ça remonte à 2019. Donc qui s'est suicidé malheureusement. Alors que la veille, on était ensemble en groupe. Donc on croyait, jusqu'à présent, on ne croyait pas qu'il s'est suicidé, quoi. Donc, oui. Donc j'ai essayé quelque part de le faire parler, de nous expliquer pourquoi il a fait ça, pourquoi. Donc il était toujours celui qui nous épaulait. Oui, finalement, le soutien lui-même avait besoin de soutien. C'est exactement, on ressent comme s'il était toujours là pour nous, alors que nous n'étions pas là pour lui. Et c'est une personne qui est très discrète, très silencieuse. Donc, quelque part, c'est un hommage aussi pour lui. On va continuer de découvrir ces mots par mot. Cependant, si vous permettez, si votre majesté le permet, nous allons opérer un petit intermède, toujours littéraire, puisque c'est le moment de notre livre de chevet qu'on va découvrir ensemble après le jingle. On parle de tragédie et derrière la tragédie, il y a la notion de fatalité. Or, ce que nous vivons en ce moment avec le génocide en Palestine n'a rien d'une fatalité, puisque la fatalité, c'est l'œuvre du destin, des dieux, etc. Là, ce sont l'œuvre des hommes et des sionazis. Et pour rappeler que cela n'a pas commencé le 7 octobre 2023, Rachid Boujdara, journal palestinien, je vous laisse découvrir avec moi ce passage. Au fond, pourquoi cette envie d'écrire un livre sur la Palestine ? J'avais préparé pas mal d'arguments irréprochables avant de débarquer dans les pays arabes. Mais maintenant, je me rends compte que ces nécessités ne sont pas tellement évidentes. Certes, la propagande sioniste a des moyens très grands et souvent elle est arrivée à conditionner en sa faveur l'opinion internationale. On voit aujourd'hui que c'est en train de s'effriter. De là découle la nécessité de faire contrepoids et d'écrire pour faire connaître l'autre point de vue, celui des exilés, des réfugiés et des brûlés au napalm. N'empêche que le sentiment de malaise demeure et il est constamment avivé par l'impuissance des mots que l'on ne sait même plus trouver face à cette réalité amère de l'intellectuel arabe prise à son propre piège, ne sachant plus comment s'en sortir et passablement révolté contre lui-même dans la mesure où le temps n'est plus au discours, au poème et à la littérature, mais à quelque chose d'autre qu'il n'a même pas la possibilité de définir exactement, car il est dépassé par le réel que rien ne désamorce, ni même, et surtout pas, les mots. À ce sentiment d'impuissance et d'amertume vient s'ajouter l'impression qu'on est complice parce que l'on n'a pas un fusil à la main et que l'on n'est pas dans une base avancée en train de tirer des plans pour combattre ceux d'en face. On en arrive à se demander, dans cette atmosphère douillette et studieuse, s'il ne vaudrait pas mieux brûler tous les livres et s'engager à côté de ceux qui résistent. Tout au moins, l'on est tenté de ne pas ajouter un livre à tous ces livres qui n'ont rien changé. L'opinion internationale, les Palestiniens sont sceptiques à son sujet parce qu'elle n'a jamais été très objective vis-à-vis d'eux, mais plutôt élogieuse pour ceux qui en ont fait des guerrilleros. Tous les jeunes combattants que j'avais rencontrés m'avaient paru partagés sur la nécessité de faire un nouveau livre. Gentils et discrets, ils n'avaient pas trop insisté pour me montrer l'inutilité d'une telle chose. Là où ils sont, maintenant, les mots n'ont plus de valeur. Et pourtant, il a fallu quand même écrire et témoigner ce journal palestinien qui, s'il n'a aucune utilité comme s'en inquiète son auteur, a au moins celui de nous dire que cela n'a pas commencé le 7 octobre 2023 et que le génocide n'est jamais une réaction à la résistance de l'opprimé, mais un projet initial et inhérent au colonialisme. Et on approche de la fin de notre
entretien. Et je reviens vers Sa Majesté, la Reine d'Autriche, pour un petit quiz, si vous le permettez. Votre livre de chevet en ce moment? Toujours les lettres de Virginia Woolf. Toujours. Votre classique anglophone préféré? Est-ce qu'on va like obvious ou on va dire... Je ne saurais me permettre de guider Votre Majesté dans ses réponses. On va dire Mary Shelley. Ou non, Mary Wollstonecraft, Vindication of the Rights of Women. Voilà. Pas la fille, la mère. D'accord. Incendie et vous ne devriez sauver qu'un livre dans votre bibliothèque. Autrement, vous brûleriez avec tous les autres. Je brûle avec les autres. Je brûle avec tous mes livres. Mais vous avez encore d'autres livres à écrire, donc si vous devez n'en sauver qu'un. J'ai envie de dire le vôtre. Je prends la trilogie. D'accord, je m'y attendais pas. En anglais. Est-ce qu'il y en a en anglais? Dans votre bibliothèque. Ma bibliothèque. Oui. Je sais pas. J'ai envie de brûler avec tous les autres. C'est ça D'accord. La réponse vraiment. D'accord. L'auteur contemporain anglophone qui vous passionne en ce moment? Donna Tartt. Toujours Donna Tartt. Enfin, elle me passionne et elle m'énerve un peu, mais j'espère qu'elle va pas voir ça. Puisqu'on parle de réincarnation, si vous aviez, on va la faire à l'envers, si vous deviez être un auteur classique, qui seriez-vous? Je sais pas, parce que leur vie, elles n'ont pas été très... Un homme, comme ça j'aurais plein de privilèges. Hemingway. D'accord. Très beau choix. J'aurais tellement de privilèges. Un homme blanc. Donc, Hail My Beloved va revenir, pour un peu le mot de la fin, va revenir sous forme de trilogie. Oui. Est-ce que ce sera sous ce titre ou Ça aura un autre titre. D'accord. Ça aura un autre titre qui sera plus général pour inclure toute la trilogie. Très bien. En tout cas, en attendant de découvrir cette trilogie et déjà ce premier tome qui est en phase de révision et de réécriture, on peut se plonger dans l'univers de Millicent Zahara avec Street 16, un recueil de 4 très belles nouvelles parfaitement maîtrisées. Ce fut un plaisir De même. Merci et un beaucoup. privilège. Your Highness. Merci beaucoup. De même. Thank you, Your Grace. Et je me tourne vers Amin Sassi pour le mot de la fin. Et pour le mot de la fin, je pense qu'il n'y a pas mieux pour un poète que de laisser sa poésie parler. Donc si vous voulez bien, on va se dire au revoir en découvrant ensemble Sous l'aile des souvenirs. Oui. Dans l'ombre silencieuse de mes pensées, résonne le souvenir de notre amitié brisée. Ami cher, parti vers des horizons inconnus, ton absence laisse un vide en moi impromptu. Nous avons marché côte à côte sur le chemin de la vie, partageant rires et larmes dans l'harmonie infinie. Tes mots réconfortants, ta présence bienveillante ont illuminé mes jours comme une étoile scintillante. Mais voilà, le destin a pris un tournant inattendu et tu t'es envolé laissant derrière toi des adieux éperdus. Ton départ a laissé en moi une tristesse profonde, une douleur lancinante comme un écho dans le monde. Pourtant, dans la toile de mes souvenirs tissés, brille l'éclat de notre amitié indélébile préservée. Chaque instant passé à tes côtés reste gravé dans mon cœur comme un trésor précieux, un souvenir d'une douce saveur. Ton sourire, ta voix, tes gestes pleins de générosité résonnent en moi malgré l'absence avec fidélité. Tu restes vivant dans mes pensées, dans mon être, ami éternel dont le souvenir jamais ne disparaîtra, je le répète. Très beau poème qui chante l'amitié et vous dites dans la conclusion: adieu douce jeunesse, ton éclat se fond dans la brume des souvenirs, je laisse derrière moi ce combat, un cœur fatigué, un dernier soupir. Voilà. Donc un dernier soupir, donc j'espère que ce ne sera pas le dernier.
puisque je prépare un autre recueil. Donc, Justement, oui. donc j'espère que ce ne sera pas le dernier soupir. Donc, comme je vous l'ai dit, je prépare un deuxième recueil qui est presque terminé maintenant. Il reste juste l'édition. Et je vais attendre un petit peu pour donner le temps pour mot par mot de se faire connaître. Certes. En quelque sorte. Donc, dans ce deuxième, je l'ai appelé l'Odyssée en quête de vérité. Donc, là où j'ai évoqué aussi la cause palestinienne et toutes les causes humanitaires. Voilà, donc j'espère qu'elle sera à la hauteur aussi. Et je vous remercie pour votre invitation. Merci à vous. Vous m'avez permis de rencontrer Mélissène aussi. Donc, ce fut un grand plaisir de vous retrouver encore une fois. Donc, en ce moment, mis à part le recueil, je prépare aussi un atelier de lecture et d'écriture pour jeunesse. Donc là où j'initie les jeunes à s'exprimer, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Il y a un certain manque de confiance, surtout chez nos adolescents. Et malheureusement, notre société aujourd'hui, c'est... C'est-à-dire qu'il y a une atomisation, en quelque sorte, il y a une atomisation sociale. Voilà. Et on devrait peut-être les appeler les réseaux asociaux, puisqu'on a beau être hyper connecté, finalement... On se déconnecte de la vraie vie. Oui, on commence à ressembler à la foule solitaire dont parlait David Reisman. Et en guise de mot de la fin, quid de vos premières amours, quid du théâtre? Quand est-ce qu'on va vous retrouver sur les planches? Bientôt, est-ce qu'il y a un projet? Bientôt, oui. D'accord. Donc, on est en train de monter une pièce. C'est en Kabyle avec l'association Horizon, dont je suis secrétaire général et en même temps le comédien. Donc, je salue au passage tous les membres de l'association. Donc, justement, on prépare une pièce théâtrale, surtout sur l'amitié et la trahison. D'accord. Le trésor maudit, en quelque sorte. C'est en berbère, c'est... Oui, c'est un thème aussi qui revient. C'est ça le thème, le trésor maudit. En tout cas, c'est un thème qui revient dans mot par mot, que j'invite nos chers amis à découvrir. Merci encore, Amine Sassi, merci à vous, pour votre aimable concours. Merci à Mélissène Zahra, son très beau Streak 16. Your Highness, merci encore. Thank you, Grace. Et puis, les meilleurs pour la fin. Merci à vous, chers amis. Ce fut un privilège d'avoir été parmi vous. J'espère que vous avez passé un très bon moment avec nous. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et comme d'habitude, je vous dis à très bientôt.